Bonjour à tous, je suis Daniel, cofondateur de Nextra, et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Didier Bernard, expert en levée de fonds, fondateur de Rainmakers et Partners, qui va nous aider à mieux décrypter comment fonctionne la venture capital pour mieux le convaincre. Bonjour à tous. Ah, bonjour Didier. Alors Didier, j'imagine que chez Rainmakers, vous avez dû côtoyer de nombreux VC. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on se lance sur le sujet? Oui, alors forcément, c'est notre métier de côtoyer des VC. Et notre boulot, c'est d'accompagner les startups pour être le meilleur possible, pour mieux les convaincre. Et je suis ravi, et merci de cette invitation, de partager ce qu'on appelle des trucs et ficelles, en tout cas notre représentation de ce monde du VC, qui n'est pas celui qu'on peut avoir en tête a priori ou quand on lit tous les journaux. Donc, je suis très content. Merci de me permettre d'expliquer deux, trois trucs qui nous tiennent à cœur. Et à ta disposition pour essayer de répondre à toutes tes questions. Tu veux peut-être que je te présente un peu Rainmakers au départ? Je veux bien que tu nous présentes un petit peu. Écoute, c'est toujours une joie et c'est super. Alors, en deux mots, voilà. En deux mots, Rainmakers, on est une agence conseil en levée de fonds. On est 8 consultants aujourd'hui. On sera probablement une dizaine d'ici un mois ou deux. Et notre métier, comme je le soulignais, c'est d'accompagner les startups pour porter leurs projets vers des investisseurs, que ce soit des business angels, des plateformes de crowdfunding, des family office, des VC, et on va même jusqu'à l'IPO si besoin. C'est un peu notre vision. C'est que sur ce segment, on va dire 1 à 10 millions, on appelle ça le seed et la série A, il y a vraiment besoin d'être accompagné. On essaye de le faire, donc quel que soit le segment de financement, on essaye de le faire, et on le voit sur la carte, sur la France entière. Aujourd'hui, on est présent notamment en Rhône-Alpes, d'où on vient au départ. On est aussi présent à Paris, on est aussi présent à Montpellier, à Toulouse. Il manque une petite pastille verte sur la carte. On est présent depuis peu sur l'ouest de la France, à Brest, mais on couvre depuis Brest, on couvre l'ensemble. Et on devrait être présent également dans le nord d'ici peu de temps. Donc on essaye de couvrir tout le territoire, d'être leader sur notre territoire, leader sur les différents segments. Et on est également plutôt compétent globalement, quel que soit le secteur d'activité. On a un spécialiste du fintech, on a un spécialiste de l'impact, une spécialiste de l'impact, on a un spécialiste du medtech, on essaye de couvrir l'ensemble. Et tout ça pour dire que la levée de fonds, c'est un vrai métier. Et on essaye d'accompagner nos clients pour réussir et optimiser ces levées de fonds. Est-ce que j'ai été clair, Daniel? Très clair, justement, on va parler du sujet. Du coup, on rencontre souvent, nous aussi, des entrepreneurs qui nous disent toujours la fameuse phrase, ben, un tel a levé, donc c'est facile. Il m'a dit qu'il avait déjà levé 3 millions. Nous, on a un produit de malade. C'est sûr, je vais prendre 5 millions d'euros. Et quelque part, il y a toujours une comparaison erronée avec une vue purement produit d'un côté, très souvent au détriment du marché et en dehors de toute logique financière. Alors que finalement, la question que tout le monde doit se poser quand on veut qu'un fonds rentre au capital, c'est de comprendre ce que le fonds a gagné. Puisque c'est comme un mariage, il va rentrer quand même longtemps, a priori. Et donc, ce serait intéressant de savoir comment lui, il va faire de l'argent et en combien de temps. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer comment les fonds gagnent de l'argent? Ouais, je vais le faire dans un instant avec j'espère, une super slide que je vais essayer de faire apparaître. Voilà. En fait, les fonds ont un modèle économique, mais ce que tu soulignes, et je vais le dire dès maintenant, c'est que très souvent, les entrepreneurs ont tendance vis-à-vis des fonds à vendre leurs produits et non pas à vendre leurs projets. Et là où je partage tout à fait ton point de vue, c'est qu'il est essentiel de comprendre comment les fonds gagnent de l'argent, comment ils fonctionnent à l'intérieur de leur tête, si j'ose dire, pour ne pas se contenter de faire comme si c'était un client et de vendre un produit, mais vraiment de leur vendre l'ensemble du projet compte tenu de leurs besoins. Alors, comment fonctionnent les fonds? Comment ils gagnent de l'argent? Quand on rencontre un fonds, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un de très riche, qui a beaucoup d'argent et qu'il va pouvoir semer cet argent au fur et à mesure de ses coups de cœur. Et rien n'est plus faux. Au départ, je ne sais pas si on voit ma souris qui se promène. Oui. Oui, super. Au départ, le fonds est pauvre. Celui qui est riche, c'est celui qui lui confie de l'argent. C'est ce qu'on appelle le souscripteur. Ça peut être des gens très riches, ce qu'on appelle des family office,
ça peut être des institutions financières, la Caisse des dépôts, des compagnies d'assurance, des banques. Ce peut être aussi des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des fonds de fonds, qui souscrivent dans telle ou telle société de capital risque. En tout cas, il y a quelqu'un qui a de l'argent à placer. Disons, pour notre exemple, on va supposer que c'est 100 millions. Il a de cet argent à placer et il va le confier à ce qu'on appelle une équipe de gestion. C'est toujours l'équipe de gestion qu'on rencontre. C'est jamais la personne riche qui a confié l'argent. Et cette équipe de gestion, elle dispose de l'argent à placer sur 5 à 7 ans. Et elle sait qu'il faudra rendre cet argent dans 5 à 7 ans. Et son job, sa compétence, c'est d'identifier les bons projets, pas seulement les bons produits, comme on disait tout à l'heure, identifier les bons projets, les accompagner et faire en sorte que cet argent rapporte le plus. Alors concrètement, imaginons que Daniel, tu as fait un héritage de ton oncle d'Amérique, tu as 100 millions à placer. Tu l'as confié à une équipe de gestion qui est spécialiste de start-up parce que, tu n'as pas envie de faire ça, toi, tu préfères être sur la Côte d'Azur tranquille. Et puis, dans l'hypothèse, hein, je sais que dans la vraie vie, tu bosses beaucoup. Et puis, d'autre part. Ça fait des longues vacances, c'est pas Ouais, mal aussi. Pas mal aussi, surtout si tu as 100 millions à placer. Et puis, tu sais que les startups, c'est un produit particulier, c'est un état d'esprit particulier. Tu préfères confier ton argent à des spécialistes qui vont savoir bien investir plutôt que de le faire toi-même. Donc, on suppose que tu as confié 100 millions à un fonds d'investissement. La première chose à laquelle tu devras consentir, c'est qu'il faudra rémunérer cette équipe. En gros, une équipe de gestion, elle prend entre 1 et 2% par an pour gérer ton argent. C'est ça qui paye les bureaux, les audits de fonction et les invitations au resto et les salaires accessoirement. Donc, tu as confié 100 millions. Si on raisonne sur 5-7 ans, parfois 10, il y a déjà 15 millions qui sont partis en rémunération et en frais de gestion. Il reste 85 millions à placer. Ces 85 millions, l'équipe de gestion va les placer dans des startups. C'est bien tout l'objectif des fonds de capital risque. Ils vont les placer dans les startups avec un objectif de faire x5 à x7. Ça veut dire que parfois, ils vont réussir à faire 10 fois la mise, 50 fois la mise, et parfois ils font 0 fois la mise et ça finit au tribunal de commerce. Mais l'objectif moyen d'un fonds d'investissement, c'est que chaque projet ait le potentiel de multiplier sa mise par 5 ou 7, et ce sur 5 ou 7 ans. Et au bout de cette période, soit la startup sera revendue, on l'espère, avec un très gros profit, soit elle sera revendue avec un mini profit, et peut-être aussi elle va échouer et peut-être qu'elle va finir au tapis. Historiquement ou statistiquement, on va avoir sur 20 boîtes dans lesquelles un fonds aura investi, il y en aura peut-être une ou deux qui fera la culbute. Il y en aura peut-être, alors il faut que je me mette sur 20 boîtes, il y en aura peut-être une ou deux qui fera la culbute et puis peut-être 2 ou 3 qui vont bien marcher, qui vont faire un multiple comme prévu. Il y en a qui feront beaucoup. Hein. Celui qui a investi dans Google, il était content. Il y en a peut-être 7-8 qui vont juste survivre. On appelle ça des morts vivants ou des zombies. Et puis, il va y en avoir entre 5 et 10 qui vont mourir. Ils vont terminer en liquidation, le fameux write-off. Et il faut que ceux qui font la culbute et ceux qui se revendent bien payent pour ceux qui meurent. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut rendre l'argent aux souscripteurs. Et Daniel, toi qui as confié 100 millions à une équipe de gestion, au bout de 5 à 7 ans, tu n'as pas envie qu'on te dise « Cher Daniel, désolé, mais il n'y a plus rien ». Toi, tu dis « Je vais avoir placé mon argent et je veux faire mieux que si je l'avais placé à la Bourse de Paris ou en investissement immobilier parce que j'ai pris plus de risques. » Donc 100 millions doivent rapporter 250 millions. Ça veut dire quelque part un placement à 15% par an, ce qui n'est pas non plus extravagant, mais c'est mieux que la bourse. Et ça, c'est l'objectif du VC. Il a un modèle qui est extrêmement contraignant. Et pourquoi j'en parle à ce moment-là, et pourquoi tu me poses la question, c'est aussi pour que les start-upers comprennent que les personnes qu'elles rencontrent dans les fonds de capital risque, elles ont une pression de malade. On ne cherche que des projets à très fort potentiel qui sont capables de faire 5 ou 7 fois au plus la mise. On accepte de prendre un risque. On sait qu'il y en a quelques-uns qui vont finir au tapis, mais de toute façon, il faudra rendre l'argent au souscripteur. Et si on ne lui rend pas avec une forte plus-value, qu'est-ce que tu feras, Daniel, la prochaine fois que tu hériteras d'un autre oncle d'Amérique, tu iras voir quelqu'un d'autre?
Donc, la survie de l'investisseur réside dans sa capacité à bien choisir et bien accompagner des startups pour satisfaire toi, Daniel, qui a 100 millions à placer, qui est le vrai client. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est très clair. Alors, Non? bien sûr, je n'ai pas 100 millions à placer, donc Ouais, c'était zut, un alors, exemple. pourquoi on se parle? Non, mais après, je ne veux pas recevoir de messages. En fait, pour l'instant, tu n'as pas 100 millions à placer. Mais quand Nextra aura fait la culbute déjà et aura super bien réussi, bien sûr, tu auras 100 millions à placer. En plus de ton yacht dans le port de Marseille, etc. Ah, j'essaierai d'être un pack, peut-être. Euh, alors, du coup, ça m'amène plein de questions. Et justement, tu as mis le doigt sur cette pression exercée, justement, et que finalement, on ne voit pas, nous, entre De guillemets, l'extérieur, c'est vrai. voilà. Donc, tu vois, ça me fait poser cette question-là. C'est que chez Nextra, nous, dans notre business, on se demande souvent c'est quoi le métier de notre interlocuteur pour mieux Exactement. justement le comprendre et lui apporter de la valeur. Donc, si on transpose un peu cette logique-là dans le monde de la startup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le quotidien, le métier d'un analyste? Alors, c'est très lié à ce que je viens d'énoncer sur le modèle économique, en Mm. fait. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte à côté. Par exemple, moi, leveur de fonds, j'ai l'impression que ton job, il est super cool et que le mien est super dur. Mais je suis sûr qu'on doit permuter, on a toujours l'impression que c'est plus facile chez l'autre. Et Mm. c'est plus facile, c'est pas si facile plutôt le métier d'un investisseur. J'aurais souligné, alors on a repris un peu comment dire, la carte d'empathie que font toutes les startups. Ouais. Je voudrais souligner que le métier d'un chargé d'affaires ou d'un directeur de participation dans un fonds d'investissement, il est difficile. Alors, il y a des trucs qui sont sympas. D'abord, si tu as l'instinct du chasseur, tu cherches la bonne opportunité. Tu cherches la bonne opportunité, tu rencontres des super entrepreneurs, des super projets, et puis, si ça marche bien, ben, écoute, tu fais une belle carrière et honnêtement, tu gagnes très bien ta vie quand ça marche bien. Maintenant, comment dire, ça ne marche pas à tous les coups. Et le stress d'un directeur de participation, et franchement, ce sont des vrais stress. Quand on les connaît bien, on sent c'est pas si simple, en tout cas. Tu gères des millions. D'abord, pardon, Tu gères des millions, tu as la pression du tu zéro. gères des millions pour le compte de quelqu'un d'autre. Mm. Tout le monde te sollicite parce que tout le monde pense que tu es riche. Donc, tu reçois, en moyenne, un investisseur, il va recevoir, enfin, un fonds d'investissement, il va recevoir entre 5 et 10 projets par jour. Daniel, par jour. Imagine que tu sois sollicité 5 à 10 fois chaque jour pour des projets et tu dois choisir puisque tu ne feras que 1 ou 2 projets par mois. C'est monstrueux. Donc, tu as un problème sur la gestion de ton temps. Tu es constamment sous pression. Donc, tu files des rendez-vous, mais tu files des rendez-vous d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu sais que chaque minute est précieuse. Tu es amené à prendre des décisions, pardon, sous la pression de ce qu'on appelle l'incertitude, c'est-à-dire qu'un projet de start-up, c'est jamais sûr. C'est pas comme si tu étais banquier, tu analysais une entreprise au gré de ces 10 dernières années. Tout à fait. Tu es en pleine incertitude, tu dois décider, tu dois choisir en principe seulement les bons projets. Donc, tu as une pression du retour sur investissement. Et tu sais que si tu prends des mauvaises décisions, à un moment donné, tu seras ridicule parmi tes collègues. Il y a une petite compétition interne au fond quand même. Et au sein de la profession, tout le monde sait que machin est bon et que bidule a fait plutôt des mauvais choix. Donc, tu sais que tu as une pression en termes de réputation. Et également, quand ça marche bien, pas compliqué finalement. Quand tu es investisseur, si ça marche, si ça ne marche pas, tu te fais engueuler par tes donneurs d'ordre, hein, par tes clients. Et si ça marche, les fondateurs de la boîte vont dire écoute, pourquoi est-ce que tu prendrais toute cette plus-value alors que c'est moi qui ai tout fait? Donc, il y aura constamment du conflit, soit parce que ça ne marche pas, soit parce que ça marche. Donc, autant c'est un métier qui est absolument passionnant et moi, de ma passerelle, entre guillemets, de conseil en levée de fonds, c'est aussi, j'ai des pressions du même ordre, j'adore ce métier, vraiment. Il est passionnant, il ne faut pas ignorer, et je pense qu'un start-upper doit comprendre que son interlocuteur est sous pression. Et que c'est pas si simple. Même si c'est un mec sympa, même si le mec a l'air d'avoir le bon job et d'avoir les jolis bureaux et d'avoir un ton cool, il est sous pression. Alors, comment il fait c'est quoi son vrai métier? C'est le fameux job qu'on voit sur la partie droite. D'abord, il faut qu'il aille chercher des gens riches, des institutionnels, etc., pour financer son fonds, lui-même étant levé de fonds permanente. Il doit avoir cette capacité de sélectionner convenablement des startups qui rentrent dans sa spécialité et dont il pense qu'il va pouvoir performer avec elles.
Et c'est un vrai boulot de dire oui, mais de dire non. Et ils disent non 99 fois sur 100. Donc, c'est te dire. Euh, il faut avoir la capacité sur les projets. Donc, ils ont décidé que c'était des projets qui étaient bons pour eux. Il faut avoir cette capacité de faire la bonne négociation, de monter le bon deal. Alors, évidemment, on essaye d'acheter le plus bas possible, mais on sait que si on achète trop bas, ça ne le fera pas. Donc, il faut négocier intelligemment, il faut monter un deal. C'est un vrai métier. Même si nous, on accompagne nos clients de l'autre côté, du côté de l'entrepreneur. Il faut avoir cette capacité pendant la vie de l'entreprise d'accompagner, parce que tu es souvent au board, donc tu dois être un bon actionnaire, et on sait, toi et moi, que c'est difficile. Et puis enfin, à la fin de cette période de 5 à 7 ans, il faut avoir cette capacité de mettre en place le bon processus de revente, parce qu'un investisseur en capital risque, il met de l'argent en année 1 et il ne récupérera son argent avec plus-value que si l'entreprise est revendue en année 5 ou 6 ou 7. Donc, cette notion de la revente, elle est juste essentielle pour marquer sa plus-value. Tant qu'une plus-value n'est pas actée en argent, elle est potentielle, mais elle n'est pas réelle, elle est juste dans les comptes, mais elle n'est pas dans la caisse. Voilà. Ce que je veux souligner, j'ai vraiment cette, comment dire, cette idée que les entrepreneurs comprennent bien que de l'autre côté, il y a un vrai métier qui est un vrai métier difficile. De la même façon que le métier d'entrepreneur est très difficile aussi, on le sait bien. Tout à fait. Les deux sont sous pression, mais différemment. Absolument, absolument. Alors, on est là aussi, et alors je fais un peu la pub pour Rainmakers, mais on est là aussi pour alléger la pression des deux côtés, en tout cas pour la gérer ou la co-gérer avec tout le monde. Mais en même temps, oui, une levée de fonds, c'est forcément une activité sous pression pour l'entrepreneur pour qui la survie de sa boîte dépend, mais également pour l'investisseur qui se demande, je fais le bon choix, je ne fais pas le bon choix, je fais la bonne négo, la mauvaise négo, comment ça va se gérer ensuite, etc., etc. Ok, très clair. Et quand tu parles de revente, tu parles de revente pour le fond, tu parles de mécanisme de sortie au sens général, c'est ça? Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors on n'aura peut-être pas le temps d'en discuter maintenant, mais il faut avoir conscience que dès que tu fais rentrer des investisseurs, c'est pour permettre leur sortie ultérieure avec plus-value. Donc en fait, et c'est un gros paradoxe, c'est comme si tu te mariais dans le but de bien divorcer. C'est vrai. Hein. Et alors, moi j'ai des cheveux gris, mais voilà, c'est un vrai sujet. Et en fait, l'idée générale, et les investisseurs se débrouillent pour que ce soit, on va dire, dans le pacte d'actionnaires et dans la discussion, l'idée générale, c'est que dans 5 à 7 ans, il faudra revendre la totalité de la boîte pour que chacun puisse y trouver sa plus-value. Et encore une fois, tant que la boîte n'est pas vendue, peut-être qu'elle a pris de la valeur, mais personne ne le sait parce qu'on n'a pas encore acté cette plus-value à travers un acte de vente. Ok, c'est très clair. Donc ça, c'est très, très important. Merci de le souligner. Et du coup, maintenant qu'on commence à se mettre dans la peau d'un VC, on se dit forcément que du coup, lui, il va avoir des exigences élevées. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qu'attendent un peu Alors, les VC de ces entrepreneurs qui s'engagent? ouais. Alors, une fois qu'on a compris ce que voulait l'autre, c'est presque facile de se demander ce qui va lui inspirer confiance. Et alors, il y a deux sources. Hein. Il y a Marcus C., en fait, c'est Cicéron, qui avait évoqué les grandes clés de l'éloquence. On va dire, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur passe pour un bon entrepreneur aux yeux d'un investisseur? Et puis, il y a Didier B., c'est moi, c'est très prétentieux, je me suis comparé à Cicéron. Je n'ai pas encore de buste à mon effigie dans nos locaux, mais il va falloir que La j'y toche te pense. va Hein. bien, en tout cas? Voilà, exactement. Bah, écoute, la prochaine fois qu'on fait une vidéo ensemble, je m'habille comme dans un bal costumé avec un grand drap, enfin, on trouvera un truc. Qu'est-ce qui fait qu'un projet passe bien? Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne passe bien? Cicéron disait, il faut que vous donniez l'impression d'être intelligent, c'est le logos. Il faut que vous donniez le sentiment d'être logique, d'avoir des preuves. Il faut qu'on ait envie de travailler avec vous en termes de confiance. C'est ce qu'on appelle l'éthos, c'est-à-dire d'où vient le mot éthique. Euh, il faut comprendre que comme ça ressemble un peu à un mariage quand même, tu ne fais pas d'affaires avec un loustic. Tu ne fais pas d'affaires avec un mec dont tu penses qu'il va t'arnaquer plus tard. Donc, on a besoin d'être en confiance avec l'entrepreneur chez qui on va investir. Et puis enfin, il faut qu'on ait envie. Alors, on n'est pas dans la séduction, mais il faut qu'il y ait du désir. Il faut que quand je suis entrepreneur et que je pitch devant des investisseurs, il faut que je montre, il faut que j'inspire du désir. Il faut que j'inspire l'envie de bosser avec moi. Je me souviens d'avoir accompagné un entrepreneur, c'était Droopy, tu sais, You know what, I'm happy. Et c'était vraiment, on s'ennuyait au bout de 3 minutes, c'était effroyable. On a dû bosser avec lui pour
pour donner un peu de désir, un peu d'envie. Donc, il faut que l'entrepreneur qui pitch vers un VC, il travaille sa façon de parler, il travaille son discours. Il faut qu'on ait envie de bosser avec lui, qu'on soit rassuré sur le fait de bosser avec lui et qu'on ait des éléments, qu'on se dise que c'est la bonne personne. Mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et tout votre pitch entrepreneur doit être construit avec cette règle du jeu qui est que le pitch doit être crédible, intelligible et attractif. Alors, les mots sont sympas, ça fait un acronyme pour s'en souvenir, c'est CIA, on s'en souviendra tous. CIA, crédible, intelligible, attractif. Intelligible, parce que s'il n'y a pas de logique au projet, on n'adhérera pas. Il faut qu'on comprenne ce dont il s'agit. Attractif, il faut que non seulement on comprenne ce dont il s'agit, mais il faut que ça donne envie parce que c'est un projet qui a des grosses perspectives. Si tu as un projet qui est compréhensible, mais qui fera 500 000 € de chiffre d'affaires dans 10 ans, on va dire que ça ne sera pas très attractif. On aura compris de quoi il s'agissait, mais ce ne sera pas très attractif. Et enfin, il faut que ce soit crédible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le sentiment que ça va se faire. Il faut des preuves. L'idée, il faut avoir des accomplissements qui te disent, voilà, non seulement j'ai quelque chose que j'ai compris, j'ai quelque chose qui va être formidable, mais ça a déjà commencé. D'où la crédibilité. Donc, en fait, avec ces 6 caractéristiques, alors on pourrait les croiser ensemble, hein, le logo se rend crédible, intelligible, attractif, etc. Mais une personne qui soit, on va dire, bien cortiquée, inspirant confiance et passionnée, passionnante, avec un projet qui soit compréhensible, qui soit super sexy et pour lequel on a des preuves de début d'accomplissement, il a des chances qu'il lève. À l'inverse, si ton projet n'est pas tout à fait comme ça, c'est pas grave, ça se travaille. Et c'est ça l'idée. C'est un peu notre job de lever, mais c'est le gros job du start-upper, c'est de faire rentrer son discours et son projet à l'intérieur de cases qui soient compatibles avec la demande de l'investisseur. En fait, souvent, le leveur de fonds, c'est comme un traducteur. Et à la fin, on fait en sorte que l'entrepreneur parle bien aux investisseurs de la bonne façon et avec le bon projet qui va plaire à l'investisseur. Voilà en quelques mots comment séduire un VC sur, on va dire, globalement. Je pense que c'est un super conseil justement par rapport à ces cases dans comment dire, dans l'exemple que je te disais, les on m'a dit que, on a souvent un peu on m'a dit qu'il fallait absolument que j'utilise ce deck-là parce que pareil, il a levé 2 millions d'euros, donc il faut vraiment que je copie entre guillemets bêtement le même deck. Ouais. Et on prend un peu le problème un peu à l'envers parce qu'aujourd'hui bah voilà, il faut convaincre, comme tu dis. Alors bien sûr, il y a des grandes cases à remplir, mais il faut convaincre avant tout le fond que tu as choisi, et c'est pas l'inverse en fait, c'est aussi toi qui choisis. C'est la bonne cible, tu as raison. Exactement. Et ces fonds-là, ils sont de plus en plus professionnels, entre guillemets, spécialisés métiers, thématiques, stage, avec des thèses d'investissement justement précises. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce qu'attend comme processus le processus de sélection du VC, justement? Est-ce qu'il attend et comment on peut répondre du coup à ces enjeux? Alors, écoute, la clé là, j'ai parlé globalement de quelle posture adopter pour séduire un VC. Maintenant, retournons le truc dans l'autre sens. Comment fonctionne un VC? Chez Rainmakers, on a inventé une méthode qui s'appelle le 6C du VC. Alors, le 6, regardez ici, hein, les 6 C du VC, c'est-à-dire les cases par lesquelles il faut passer, ça reconstitue, j'aime bien cette idée qu'on a hacké le cerveau d'un investisseur, ça reconstitue sa démarche et ça nous dit ce qu'il faut démontrer en quelque sorte pour qu'un VC trouve que ton projet rentre dans ces catégories pour qu'il ait envie d'investir chez toi. Alors, clairement, la première chose qui est la plus importante, on a parlé de posture il y a un instant, la première chose, c'est qu'il faut que l'investisseur ait le sentiment que tu parles le même langage que lui. En gros, tout à l'heure, j'ai dit par exemple qu'un projet n'avait de sens que si l'entreprise était revendue au bout d'un certain temps, 5-7 ans. Imagine que tu viennes voir un investisseur en disant, écoutez, j'ai pas trop le temps pour vous expliquer ce que je fais et de toute façon, je veux léguer la société à mes petits-enfants. Donc, vous vous assiérez où je vous dirai, vous vous tairez, vous me donnez votre argent, je me débrouille et basta. Évidemment, on se doute que ce n'est pas le truc qui va bien parce que ce n'est pas la langue de l'investisseur, ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre.
Tu démarres Donc mal c'est le comme mariage. tout. Non, mais c'est comme en amour, c'est comme quand tu visites un pays différent, si tu ne te mets pas dans la culture de l'autre et si tu ne fais pas en sorte d'échanger, évidemment, il ne se passe rien. Donc c'est un vrai chemin pour l'entrepreneur de rentrer dans la culture de l'investisseur. Alors l'investisseur, souvent, il a une notion de la culture de l'entrepreneur, c'est son job au quotidien, mais il faut que le dialogue se fasse, et si on a le sentiment que le dialogue ne se fera pas, on ne va pas plus loin, Surtout c'est qu'il est clair. actionnaire, comme tu as dit. Surtout Donc, vaut mieux qu'il qu'il y ait une pourrait bonne devenir relation. actionnaire, mais imagine, tu te maries avec avec une femme d'un autre pays, tu parles pas sa langue, tu partages pas sa culture, chacun chez soi, chacun pour soi, enfin ça le ferait pas, quoi. Donc il faut Non. qu'on ait au moins des choses à partager. Derrière, on rentre dans le projet, et là c'est pas compliqué, il y a 6 passages obligés, et si tu les suis pas, ça marchera pas. Et ça se fait à peu près dans cet ordre. Alors, le premier passage, c'est de marquer, de montrer le fait qu'il existe une opportunité entrepreneuriale. Opportunité entrepreneuriale, ça veut dire qu'il existe un vrai besoin qu'on appelle un must-have. C'est pas juste un truc sympa qu'on fait. On répond à une problématique extrêmement importante pour nos prospects et nos clients. Si c'est pas un must-have, on l'a décrit chez nous avec un autre acronyme qui s'appelle DUREX. Ça doit être douloureux, urgent, reconnu, étendu et expérimenté. Si ça ne remplit pas les caractéristiques d'un must-have, c'est pas la peine de se rencontrer parce que ce sera trop compliqué à vendre. Ok. Mais quand on a une problématique qui n'est pas résolue et qu'on se propose de la résoudre, il faut le faire avec un must-give, c'est-à-dire avec un super produit. Et là aussi, c'est un super produit, c'est un produit qui existe, qui a de l'exclusivité, etc., etc. Il y a des caractéristiques, mais il faut bien qu'on ait le sentiment qu'il existe une grosse opportunité entrepreneuriale. Hein, on a un super produit qui répond à un besoin majeur. Si c'est le cas, l'investisseur enclenche une sorte de cliquet dans son esprit et il se dit, OK, super, il existe un besoin qui n'est pas couvert avec un produit qui va y répondre de façon extraordinaire, mais est-ce que ça va gagner de l'argent? Yeah. Et c'est le premier si. S'il y a une opportunité, est-ce qu'il y a un business model? Alors, je rappelle quand même ce que c'est qu'un business model dans la définition officielle académique, c'est comment on crée, on capture, on délivre de la valeur. Ça veut dire que non seulement je facture une certaine somme à mes clients et je gagne de l'argent avec, c'est-à-dire que je dépense moins que je ne facture, hein, c'est l'arrêt du bénéfice, mais il faut aussi que mon client y trouve son compte. Donc, quand on est au B2B, en B2B, on est toujours à se dire, qu'est-ce que je facture, mais qu'est-ce que le client gagne avec? Très clair. Donc, le business model, c'est quelque chose qui doit être défini de façon assez claire. On peut même indiquer dans le business model le modèle commercial, c'est-à-dire quel est le coût d'acquisition, quel est le coût de rétention, pour faire en sorte, on veut montrer que structurellement, cette opportunité must-have, must-give génère du pognon pour tout le monde, pour faire simple. Du pognon ou de la satisfaction pour tout le monde. Très clair. Si jamais on a un business model convaincant, on passe à un troisième si, ou un deuxième, je ne sais plus où j'en suis, un deuxième si, qui est, est-ce que ça va pouvoir se copier? Pourquoi? Parce que tu imagines bien, Daniel, que si j'ai un super produit qui répond à un super problème et qui est super rentable, mais tout le monde peut le faire, du jour où je vais sortir sur le marché, je vais forcément attirer de la convoitise et tout le monde va me pomper l'idée. Donc il faut avoir des avantages concurrentiels. Sinon, ce n'est pas protégeable et ce n'est pas parce que j'ai mis 1 ou 2 ou 3 ou 5 millions en levée de fonds que je vais pouvoir me protéger contre les autres. Il faut avoir des barrières à l'entrée. Souvent, les entrepreneurs viennent voir en disant « Ah, mais je vais être le premier, ça suffira ». Non, ça ne suffit pas d'être le premier. L'histoire des startups fourmille d'exemples dans lesquels le premier s'est fait balayer parce qu'il n'avait pas de barrière à l'entrée. On parlait ce matin avec un client, MySpace, Facebook. MySpace était le premier, c'est Facebook qui a gagné. Donc, il faut qu'il y ait une magic sauce. Donc, s'il y a une opportunité, s'il y a un business model, s'il y a une magic sauce, alors je vais regarder ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'en théorie, ça devrait pouvoir se faire avec ces 3 points. Mais je vais regarder ce qu'il y a en vérité. Est-ce qu'on a de l'attraction? Est-ce que ça va vite? Genre, si on fait une croissance de 10% par an, ce n'est pas demain qu'on va devenir millionnaire. Si on fait une croissance de 10% par mois, là, ça commence à m'intéresser. Ça veut dire qu'il y Ça a de va rentrer dans l'attraction. les objectifs. Exactement. Et ça veut dire qu'on va pouvoir doubler chaque année le chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il y a une traction, il y a des clients qui sont là, je ne sais pas comment dire, they are craving for. Ils ont
un besoin délirant de ce produit. Il n'y a même plus besoin de le vendre, quoi. Les gens achètent. Ça, c'est de l'attraction. Hein. Et ça veut dire qu'il suffira de mettre un peu d'argent dans le marketing ou beaucoup d'argent dans le marketing pour que ça explose. Est-ce que si tu dois pousser, si c'est pénible, si tu arrives à faire 3% de croissance par mois, c'est pas ça veut dire qu'il manque quelque chose à ton produit, ce n'est pas un super besoin ou un super produit. Tu vas regarder aussi les éléments de crédibilité. Est-ce que tu as des brevets? Est-ce que tu disposes de preuves du besoin, de l'offre? Est-ce que tu as monté un système qui tient la route? Si tout est bricolé et que on n'est pas sûr que ça tienne dans le temps, évidemment, ce n'est pas crédible. Et dans l'hypothèse où on a ça, donc je reprends toujours opportunité, modèle économique, avantage compétitif, l'attraction et la crédibilité, alors tu te demandes, est-ce que l'équipe est la bonne? Et là, je veux dire un truc qui va contre le discours ambiant, qui pour autant a été testé 1000 fois dans ces années d'expérience. Il n'existe pas de bonne équipe a priori, il n'existe que des bonnes équipes compte tenu du projet. Ouais. Dit autrement, si Daniel, toi et moi, on se mettait à faire de la medtech, je ne crois pas que tu sois médecin, moi je ne suis pas médecin non plus, j'ai jamais fait de medtech, j'ai quelqu'un qui fait ça dans mon équipe et heureusement. En fait, on serait peut-être une super équipe dans l'absolu, mais sur ce projet, on serait une équipe abominable. Donc, l'équipe, elle vient quand on a compris la logique du projet. Et on cherche la Dream Team par rapport au projet. Expérience, connaissance du secteur, qualité personnelle, développeur, etc. etc. Est-ce que j'ai la bonne équipe avec les bonnes personnes qui se complètent? Est-ce que j'ai couvert tout ce dont l'entreprise a besoin? L'équipe est une ressource pour le projet. Très clair. Et tu dirais que l'équipe, quand tu viens justement avec ton pitch, parce que souvent arrivent seuls et disent, bon, ben moi je suis tout seul, etc. On me dit toujours qu'il faut un CTO, etc. Qu'est-ce que tu en penses de cette un peu… Ça dépend du stade de maturité. Si tu es très en early stage, on peut comprendre que tu sois tout seul et que tu cherches des associés. Si c'est pour faire du seed ou de la série A, moi j'ai envie d'investir sur la qualité de l'équipe. De mémoire, les engueulades entre coéquipiers, co-actionnaires, co-dirigeants, ça doit être la deuxième ou la troisième cause de fracassement des startups. Alors, le premier sujet, c'est quand il n'y a pas de marché. Le deuxième, c'est quand il n'y a pas d'argent. Et le troisième, c'est quand l'équipe s'engueule. Donc, en tant qu'investisseur, moi, j'ai envie de voir les différents membres de l'équipe. J'ai envie de vérifier qu'ils arrivent bien à fonctionner ensemble, qu'il y a un vrai leader, mais que le leader n'est pas tout seul pour partager les décisions, parce qu'aucun professionnel ne peut être professionnel sur tout, sauf les consultants de Nextra peut-être, mais voilà. Donc, bon, alors, personne. Et des compétences spécifiques dans personne. Voilà. Donc, en fait, l'idée, elle est là. C'est que on essaie de vérifier qu'on a tous les talents pour couvrir le besoin de l'entreprise. Okay. Une fois que j'ai dit ça, j'ai la bonne équipe, ensuite c'est très simple. Ensuite, je me dis, est-ce que ça va être facile de travailler avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a une bonne documentation ou pas? C'est un des trucs, je dois écrire un article prochainement sur est-ce que les fonds aiment les leveurs. Ce qui est bien avec quand un leveur s'est occupé du dossier, c'est qu'a priori la documentation est propre. Donc on ne va pas passer 1000 ans à tirer les verres du nez du dirigeant pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et ça, mine de rien, tu te souviens, on l'a évoqué tout à l'heure, comment dire, dans ce que fait, quelles sont les actions d'un investisseur. La recherche d'informations est importante. Son temps est précieux. Il aime bien quand on a une documentation qui est propre. Ça le rassure. Voilà. Et il va se demander, évidemment, il va se projeter, une fois que tout est en ordre, il va se dire à la fin, est-ce que cette société va intéresser des futurs acquéreurs dans 5 à 10 ans? Est-ce que je risque de faire une plus-value? Exemple, si je prends toujours cette illustration, si je fais un super moteur de recherche, vraiment, je m'appelle Quant, et je cherche à savoir qui pourra me racheter dans 10 ans. C'est pas compliqué, il y en a un ou deux, il y a Bing ou Google. Donc, ça va être compliqué de me vendre très cher, parce que je ne vais pas pouvoir faire monter les enchères entre des tas de gens. J'ai que 2 intervenants possibles, alors il faudra vraiment que je sois sublime, mais c'est plus difficile. On va s'intéresser vraiment, est-ce que dans la chaîne de valeur, il y a beaucoup de gens qui pourront racheter l'entreprise bientôt? Donc ça fait partie des éléments. Et quand on a tout ça, alors,
on va pouvoir penser raisonnablement à lever. C'est pour ça que j'ai mis la corne d'abondance à la fin. Mais on voit bien que c'est très séquentiel. Est-ce qu'il y a une opportunité, un modèle économique, une magic sauce, etc. Et on voit bien qu'il faut arriver à tout ça pour parvenir à lever. Donc, si tu as tout sauf, ça ne le fera pas. Il faut avoir D'accord. vraiment tout ça. Voilà en quelques mots. Bah, Après, c'était très clair. tes auditeurs, nos auditeurs peuvent maintenant faire mon métier. Comme tu as dit, tu as une valeur ajoutée aussi qui fait que tu es l'intermédiaire des deux et c'est très important, surtout que, comme on le disait, c'est de plus en plus professionnel, dans le sens où il y a beaucoup plus de personnes aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus du coup, de secteurs. Donc, c'est plus complexe. Enfin, je trouve en tout cas que le pitch aujourd'hui, enfin, que l'entrepreneuriat est devenu plus complexe. Même si je suis pas très vieux, je trouve Non, l'exercice est plus mais complexe. je pense que, en fait, ce qui est clair, c'est que tout le monde se professionnalise au fur et à mesure. Donc, en fait, l'amateurisme a de moins en moins sa place. Et d'ailleurs, si tu permets, j'ai un slide que j'aime beaucoup, que j'aime bien présenter plus ou moins en conclusion, c'est celui-ci. Euh, En fait, alors c'est une citation biblique parce que ça fait frime, mais ce rapport de 100 à 1, il est réel, c'est-à-dire que aujourd'hui, un fonds d'investissement qui va recevoir 500 à 1000 projets par an, ça veut dire 5 à 10 par semaine, par jour, il va n'en signer que un par mois. Ça veut dire que tu as une proportion de 1%. Ça veut dire pour ceux d'entre nos auditeurs qui ont fait les grandes écoles de droite et de gauche, ça veut dire que c'est plus facile de réussir Polytechnique ou HEC ou ce que tu veux que de lever des fonds. C'est extrêmement sélectif. Si on compte les petits bonshommes qui sont là ou les petites bonnes femmes, c'est pas très clair, on en a 99. Et il y en a qu'un ou une, alors volontairement j'en ai mis une pour montrer que j'étais pas patriarcal, mais il y en a que un ou une qui réussit sur 100. Ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entraîner. Et je partage parce que enfin, comme tu dis, c'est comme un. Moi, j'aime bien l'analogie en fait avec les entretiens de recrutement. Ouais. C'est un peu la même chose. Tu vas avoir 100 personnes. T'en as qui sont pas préparées, t'en as d'autres qui se renseignent pas forcément, et du coup là, ça va être sur le fond. Donc forcément, tu connais pas vraiment sa thèse d'investissement. T'en as d'autres qui vont pas forcément prendre le temps, tu sais, avec le stress, écouter forcément les questions, vont répondre un petit peu à côté, et du coup, bah, Mhm. ça rate un peu cet effet-là. Et C'est puis, juste. t'en as qui vont finalement avoir un peu le Saint Graal et se voir offrir en tout cas une proposition d'embauche, si on fait toujours l'analogie avec ce recrutement-là. Donc, Exactement. Mais en le recrutement, je ratio, suis il pas est. sûr qu'il y ait souvent 100 candidats pour une place. J'ai l'impression que c'est quand même assez rare en tout cas. Tandis que là, pour le startup, c'est vraiment chaud. Non, non, c'est pour ça, c'est assez, justement, si tu fais cette analogie-là, tu vois que le chiffre est assez démentiel, quoi. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Entre ceux qui sont retenus et ceux qui sont qualifiés, quoi. Donc, Donc voilà, et- ça veut dire que même si j'ai conscience que je suis subjectif et que je suis en même temps, on va dire, de la pub pour mon activité, mais même si, enfin, passer par n'importe quel leveur de fonds, moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est la levée de fonds, c'est quelque chose qui doit être professionnalisé en fait. C'est pas juste ah bah tiens, si j'allais chercher de l'argent ou ce que racontent parfois certains dirigeants dans les dîners en ville, bah, c'était facile, j'ai pris mon pitch, je suis allé voir des investisseurs, ils m'ont filé 10 millions. Oui, ça s'est peut-être passé comme ça, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça fait 2 ans qu'ils bossent sur le c'est sujet ça. avec des consultants, avec des spécialistes, et qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui pourrait s'appliquer à la levée de fonds, c'est il faut des années pour réussir du jour au lendemain. Ouais, il Ouais. faut la Ouais, maturer ouais. quelques secondes pour la Mm. percevoir, mais c'est exactement ça pour la levée de fonds. Tu as l'impression, quand ça le fait bien, tu te dis waouh, c'est simple. Moi, j'ai quelques exemples de levée de fonds où, vraiment, les investisseurs, ils étaient c'est un peu prétentieux de ma part, mais on a réussi parfois à avoir des investisseurs qui avaient la mâchoire qui leur tombait, qui disaient Mhm. waouh, mais ce waouh, je sais tout le boulot qu'on avait fait avec les dirigeants pour y parvenir. Donc on peut se dire en 10 minutes, je les avais convaincus, sauf que ces 10 minutes-là, elles résultent de 1 an de boulot. Oui, mais tu vois. Et Hein. encore avec un accompagnement, mais tu as dit quelque chose de très Oui, juste, c'est que tu peux avoir, comment dire,
presque tout le monde peut lever. Mais après, c'est une histoire de rythme et d'objectifs à tenir. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire je veux 5 millions d'euros en 6 mois et obtenir au bout de 2 ans 1,5 million d'euros. C'est plus le même projet. Et ça, Alors, c'est vrai. très juste. Mais même, il y a des gens qui ne lèveront jamais. Cela étant, là, tu as raison. Une levée de fonds, ça prend toujours du temps. Je ne veux pas faire de fausses promesses. Une levée de fonds, c'est toujours 9 à 18 mois. Ça prend un temps de malade parce que le temps de se préparer, le temps que l'investisseur prenne connaissance de ton projet, et on l'a vu dans la question de son job, il n'a pas que ça à faire. Le temps de négocier, le temps de passer par les audits, ça prend 9 à 18 mois. Ça, c'est incontournable. En revanche, effectivement, les chances de levée sont augmentées quand tu passes par un conseil et la qualité du deal sera, je l'espère, améliorée en termes de valo, en termes de pacte, etc. C'est notre boulot. Exactement. Sur les choses qui ne se voient pas aussi sont importantes à Ah oui, négocier. oui, et puis il n'y a pas que la valo. Oui, bien sûr. Notamment. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, super. Merci Didier pour ce décryptage. Donc, s'il y a besoin de plus d'informations sur le sujet, Didier, c'est votre homme. N'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn ou via son site internet qui sera affiché dans le descriptif de cette vidéo. Génial. Et quant à nous, quant à vous, pardon, je vous remercie également de nous avoir suivis à travers cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau contenu de notre académie. Merci encore Didier. Eh ben, écoute, Daniel, c'était un plaisir et on sait que nos activités sont complémentaires. Hein, donc, Totalement. parfois, ça doit d'abord passer par toi avant de passer par moi, ou parfois, ça passe par moi, ensuite, ça va chez toi. Mais on a besoin de vrais professionnels au service des startups. C'est un métier qui est difficile. Moi, tous les entrepreneurs que je côtoie, j'ai une sincère admiration parce que c'est un métier qui est difficile et on a rarement raison tout seul. Et c'est derrière la réussite d'un entrepreneur. Il y a un proverbe qui dit il faut un village pour élever un enfant. Ben, pareil, il faut un village pour soutenir un entrepreneur. Voilà, ce sera ma conclusion si tu me permets. Elle sera retenue, t'inquiète pas. Elle est très juste ici. C'est top. Merci en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci, c'était un plaisir. Un plaisir. C'était, ciao, ciao. Salut, merci beaucoup.